Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? Ouais, ça roule, écoute, la grande forme, ça fait plaisir de retrouver le petit moment de l'enregistrement là, après une semaine de pause. Pause bien méritée. Toi, comment ça va? Je crois qu'il y avait une petite fatigue, décalage horaire après le long vol. Comment tu te sens? Ouais, non, ça va, tranquille. Tu vois, nous, on essaie de récupérer rapidement. Je pense que c'est John Arne Riese. C'est ça, John Arne Riese. Yeah, Riese, c'est Riese qui avait dit à un moment donné, dans une interview, qui avait dit que la fatigue, c'est juste dans la tête, en fait. Il avait dit que lui, il n'est jamais fatigué. Il était là en train d'enchaîner les matchs et tout. Ça se voit. Il y a des jeunes fans de Liverpool, ils se rappellent pas. Avant que Robertson, ils soient là en train de déborder, il y avait des tontons qui étaient là-bas, des légendes. Et c'est un peu ça, en fait. Tu essaies de toujours Le miracle d'Istanbul commence avec lui. Hein. Le centre contré qui revient, le second. Ouais. Je te dis, une équipe de guerriers en fait. Tu sentais réellement que c'est des gars qui avaient cette âme-là de se transcender. Et c'est avec cette même âme-là que j'essaie de marcher, je dis bien, à travers la vie. C'est bien, l'esprit de John Arne Riese qui t'habite. C'est cool. Mais j'étais fatigué, mais ça va, tranquille. On est de retour. En plus, finale de Ligue des Champions qui arrive, donc beaucoup de excitement. Mais par contre, avant la finale de Ligue des Champions, je pensais pas qu'il allait se passer autant de choses. En fait, c'est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est hier, on était à Paris, on était là avec les Zach et tout ça dans le quiz. Et aujourd'hui, on est déjà là, mais il s'est passé 1 million de choses en fait entre-temps. Ouais, tu parles de Miami-Denver Game 3, c'est ça? Ben, même au-delà de cela, moi je te dis, le Game 2 seulement, j'étais choqué, le Game 2, le quatrième carton de Bandit, le quatrième carton, je dis bien, inattendu, quand même, une équipe comme ça où il n'y a pas de gars, une équipe de gars undraftés, tu sais très bien que c'est une équipe de gars qui n'a rien à perdre, en fait, c'est des gars, ils vivent leur rêve. Déjà, les gars qui sont draftés, c'est Carmelo qui a dit la dernière fois, les gars sont comme, ouais, Carmelo Anthony, tu vois, un des meilleurs marqueurs de la NBA et tout, mais malheureusement, il n'a pas gagné de ring, tu vois. Lui, il est comme je m'en fous, il est comme j'ai gagné à la vie. Like I won at life. La minute où il a dit je suis monté sur le stage et que j'ai salué David Stern, c'est fini, c'est terminé. Il était millionnaire à vie. On dit NBA, never broke again. Les gars là, en fait, non, normalement si tu es intelligent, tu peux pas rentrer dans la NBA et puis finir pauvre. C'est pas possible, franchement. Ah, pourtant il y en a, mais. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai dit si tu es intelligent, si tu as de la chance aussi. Bon, des fois, dans la vie, il peut se passer certaines choses, tu vois. Mais c'est pour dire à quel point, franchement, je sais même pas pourquoi tu m'as amené dans ce délire-là, en fait. Tu m'as ramené dans un délire, je sais même pas pourquoi, en fait. Tu m'as parlé de Game 3. Parce qu'apparemment, il s'est passé beaucoup de choses sur les derniers jours. Mais moi, j'ai surtout vu des finales de NBA. Mais vas-y, dis-moi. Non, mais les gars qui partent, tu vois. On va commencer déjà par ça, tu vois. Les gars fin qui d'une partent. ère. Voilà, c'est ça, franchement. Nouébé, comme d'habitude, dans les énigmes, tu vois, genre, il a cru que c'était le père Foura, en fait. C'est qu'il nous fatigue, Karim Benzema, des fois, je comprends pas. Karim parle. Karim, sujet, verbe, complément, simple. Dis-nous quelque chose, on comprend, on passe à autre chose. Mais Karim, non. Karim nous a dit que non, la vérité en ligne n'est pas la vérité du terrain. Tout ça pour partir. Il s'est barré finalement. Benzema. Attends, je suis en train d'essayer de retrouver le commentaire parce que j'ai fait une vidéo la fin d'une ère récemment en parlant de la fin de Karim Benzema et il y a un gars qui m'a dit, qu'est-ce qu'il a commenté? Il a dit saoudien et le Nouévé, milliardaire. Attends, je le retrouve plus, mince. Mais tu sais, dans les fameuses phrases inversées de voilà, grand est le salaire, saoudien et le Nouévé. Non, c'est fini. Je te dis. Non, mais Karim Moustapha Benzema, non, ce gars-là. Non, c'est un vrai acteur en fait. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Mais si on met de côté tout cela. Top carrière, grand joueur, une des légendes du Real Madrid, si ce n'est légende même du Real Madrid. Et aujourd'hui, on en arrive à la conclusion que j'ai envie d'avoir cette discussion-là. C'était de me poser la question à savoir, à leur prime, tu vois, des gars de la même génération. C'est cool de comparer des mecs de la même génération. Donc, je ne vais pas comparer Benzema et puis les Thierry Henry, machin, Hernan Crespo, tout ça, comment il s'appelle, Pipo Inzaghi et puis Shevchenko. Ça, c'était une autre génération, tu vois. Mais si on se met sur les 14 dernières années, on regarde et on se dit, OK, on peut se permettre de comparer Karim Benzema, Kun Agüero et puis Luis Suarez. Moi, aujourd'hui, la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est de savoir, en fait, chacun d'entre nous, dépendamment de notre feeling, parce que chacun a son feeling dans le football, chacun a ses sentiments, tu vois. Le football aussi, c'est pas toujours objectif, c'est très, très subjectif de temps en temps. De la même manière que moi, je te dis et je le répète à chaque fois que pour moi, le meilleur neuf de l'histoire du football, nonobstant les Ronaldo, machin, tout ça, je m'en fous, c'est Thierry Henry. Je l'ai toujours dit, moi, c'est lui, parce que moi,
moi, ça a toujours été lui, en fait. Je n'ai même pas discuté avec les gars. Je n'ai aucune objectivité par rapport à cela. Il y en a qui le mettent même pas dans le top 3. C'est leur droit. Mais aujourd'hui, moi, je regarde, je me dis, Benzema, Agüero, Luis Suarez, franchement, à leur prime, et on peut définir leur prime et voir leur prime à différents moments de leur carrière et tout. Mais disons, au top du top, en fait, c'est quoi? C'est qui tu mets premier? C'est qui tu mets deuxième? C'est qui tu mets troisième? Et même après, dans la discussion, on peut rajouter Zlatan Ibrahimovic dans la même période. On peut rajouter Radamel Falcao rapidement, mais vraiment, rapidement, il a été trop pertinent. Malheureusement, les blessures l'ont tué. Mais voilà des top attaquants quand même qui nous ont bluffé durant ces 15 dernières années. Mais je pense que le top 3, pour moi, ce serait Benzema, Agüero et puis Luis Suarez. Suarez en troisième? Non. J'ai dit le top 3 comme ça. Maintenant, toi, dis-moi. Tu m'as fait peur. Non, après, il faut voir. Après, il faut. On va voir vite fait. Il faut discuter, voir, mais. On va discuter, mais c'est tout discuté. Hein. C'est très discuté. J'ai discuté 50 fois la chose dans ma tête et 50 fois, c'est la même réponse. C'est évidemment le prime de Luis Suarez. J'adore Karim Benzema. Il a fait la plus grande carrière des trois, sans aucun doute. 5 Ligues des Champions, Ballon d'Or, numéro 9 du Real Madrid, 14 ans. Enfin, je veux dire, Benzema, il est dans le panthéon du foot sans aucun doute possible. Agüero, je pense que je le mets en dessous des trois, en dessous des deux, quoi. Il est troisième de ce classement pour moi. Bien sûr, Agüero, il a fait carrière extraordinaire. En plus, il est né le même jour que moi, donc forcément, c'est un très très grand joueur. Et il a le but le plus iconique des trois. Il n'y a personne qui a un but plus iconique que le Agüero contre les Queen Park Rangers en 2012 du coup. Ce but du 3-2, mais Luis Suarez à son prime, ceux qui ont vu ça savent en fait, pour moi c'est si tu veux un numéro 9, tu veux le Luis Suarez à peu près d'entre 2012 et 2017. J'ai ressorti les chiffres là. Sur les 2 dernières saisons à Liverpool, déjà 2012-2013, c'est pas sa meilleure, ok, 30 buts, 13 passes, toutes compétitions confondues, ok, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Ça, c'est sa saison 2012-2013. 2013-2014, c'est la saison où Liverpool doit gagner le titre si Gerrard ne glisse pas, etc. Il finit Golden Boot de Premier League, juste en Premier League, les stats juste en Premier League 2013-2014, 31 buts, 17 passes décisives. Il n'y a pas que les stats, mais l'impression visuelle, moi je me souviens d'un Luis Suarez, ses compilations de l'époque, c'est un délire. Hein. Il y a des buts, mais qui sont hors normes. C'était vraiment pour moi le 9 parfait à l'époque à Liverpool. Limite, il y avait des moments où je me demandais, est-ce qu'il n'avait pas été meilleur à Liverpool qu'au Barça? Parce que j'ai que des images de fou de sa période à Liverpool. Mais ok, passons. À la rigueur, ça c'est juste la partie Première Ligue. C'est avant qu'il entre véritablement dans la légende. Parce que l'année d'après, 2014-2015, c'est la première saison de la MSN. Il y a sa Ligue des Champions au bout, sa seule Ligue des Champions, mais sa Ligue des Champions. Il arrive en retard sur cette saison, hein, parce qu'il s'est passé un truc sur l'été 2014, c'est qu'il a planté ses crocs dans l'épaule de Chiellini. Du coup, il arrive qu'en octobre, après sa longue suspension, etc. 25 buts, 23 passes décisives, toutes compétitions confondues, pour une saison qu'il a commencé en octobre, avec la Ligue des Champions au bout. C'est même pas sa meilleure. 2015-2016, 59 buts, 24 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Luis Suarez. C'est juste un délire. 2016-2017, la dernière année de la MSN, 36 buts, 20 passes. 2017-2018, 31 buts, 20 passes. Et derrière, quelques années après, il fait champion d'Espagne avec l'Atlético Madrid, ce qui est un vrai achievement. Ça, c'était un moment marquant de sa carrière. Bien avant, il avait gagné la Copa América 2011, donc il a fait une belle carrière, Luis Suarez. Mais vraiment, ce prime-là, entre 2012 et 2016-2017, pour moi, il était injouable. C'était le meilleur numéro 9 de la planète, de très loin. Et ça, pourtant, c'est une époque où Karim Benzema, il prend quelques Ligues des Champions. Hein. Donc, le Real Madrid est à top niveau à cette époque. Mais Luis Suarez, pour moi, c'était vraiment injouable. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, sur plusieurs points par rapport à Luis Suarez. C'est que je trouve que c'est le gars qui a eu... En fait, c'est même difficile de définir le prime de Suarez parce que tu as l'impression, partout où il est allé, il a vécu son prime par rapport aux réalités qu'il avait là-bas, en fait. À l'Ajax, il a vécu déjà un prime. C'est vrai. À l'Ajax, déjà, il finit meilleur buteur de l'Eredivisie avec 35 buts à l'Ajax. Déjà, lui, il est arrivé là-bas. Déjà, en fait, il est arrivé rapidement. Il a montré au gars que lui, il était déjà à un autre niveau et qu'il devait jouer à un autre niveau. Il arrive quand même dans un Liverpool et effectivement, tu le dis, statistiquement parlant, exceptionnel, mais dans un Liverpool qui n'est pas très fort. En fait, qui n'est pas très fort aussi, en fait. Ça, c'est une réalité. C'est un Liverpool, ok, avec Steven Gerrard, avec qui encore là-bas, qui est vraiment
performant durant ces années-là, si tu regardes bien. Tu as Daniel Sturridge avec lui, si je ne me trompe pas, qui a été performant. Tu as Coutinho aussi qui commençait, si je ne me trompe pas, au début. Si tu regardes ça, je te dis, c'est pas le plus grand des Liverpool. Ok, ils ont failli être champions et tout, mais c'était pas un Liverpool extraordinaire sur le papier. C'est pas un Liverpool qui était, je dis, voilà, tu regardais pas l'effectif et tu te disais non, Suarez, ouais. Non. Pour moi, il a fait des choses exceptionnelles avec cette équipe-là, en fait, tu vois. C'est pas le Liverpool qui a été construit par Jürgen Klopp qui avait beaucoup plus de stabilité. Tu avais une idée derrière. Tu savais que, ouais, Mohamed Salah a été sensationnel, mais quand même, tu te dis non, l'effectif, quand même, eux-mêmes, ils étaient sensationnels puisque tu te dis Salah a fini meilleur buteur, Sadio Mané a fini meilleur buteur l'année d'après. Donc, c'est pour dire à quel point, en fait, ils étaient à un certain niveau. Suarez, pour moi, il a carrément, en fait, bonifié tous ces clubs-là par lesquels il est passé, en fait. Je pense que c'est dommage, effectivement, qu'ils n'aient pas gagné ce titre de Première Ligue-là, mais en termes de ce qu'il a apporté, et tu as raison, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi, il a vécu son prime partout, parce que regarde les compilations de Suarez, mais partout, c'est que des bangers. À l'Ajax seulement, c'est des bangers. Il arrive à Liverpool, c'est des bangers et que des beaux buts. Mais dis-moi, je me rappelle, c'est pas Norwich, il a mis 4 buts, 5 buts, je sais pas, mais milieu de terrain, machin, un contrôle, taf, des buts. Tu regardes, tu te dis, non, lui... Ouais, les pauvres Norwich, il les a martyrisés. Il maîtrisait le bail. En fait, il est trop fort. Franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, Luis Suarez, ouais, je suis d'accord. Et je sais que... Après, ça dépend. Tu vois, parce que ça ne peut pas être aussi facile que ça, en fait. Tu vois, c'est que Suarez, il est bon. On est d'accord, Atlético, tout ça, même qu'il s'est fait virer, ça a été compliqué. Là-bas, il est parti, il s'est assis, il a gagné le championnat, il s'est mis en train de pleurer. On sait les émotions. Non, franchement, c'est une légende. Même jusqu'à présent, là, il met des bangers. Jusqu'à présent, chaque semaine, tu vas voir un but de Luis Suarez là-bas, là où il est en train de jouer. Là. Je pense qu'il a déjà mis 9 buts en 18 matchs ou un truc comme ça. C'est pour dire à quel point le gars, toute sa carrière, il a qu'une seule chose en tête, c'est claquer des buts. C'est-à-dire que c'est à différentes puissance. Haaland n'a que ce but-là, c'est mettre des buts. Mais Luis Suarez, au-delà d'être un très bon buteur, c'était un joueur aussi très technique. Et tu l'as dit, passeur décisif. Passeur décisif, en fait. Il donnait des caviars. Il a quand même fini meilleur buteur devant Messi et Ronaldo. On va dire que Messi aussi, il a poussé. Messi lui a dit, vas-y mon frère, on va le faire ensemble. Et tout. Mais c'était un Suarez aussi dont on se rappelle dans cette MSN-là, qui avait il avait ce flair-là, en fait, tu vois. Laisser le ballon passer parce qu'il savait que derrière lui, il y avait déjà quelqu'un. Être capable de donner la bonne passe décisive, être capable de le jeu en mouvement. Il y avait trop de choses que le gars, il maîtrisait. Voler le penalty à la Johan Cruyff à Neymar aussi, quand Messi la décale. Normalement, ça devait être Ney, mais c'est lui qui a inscrit son nom dans l'histoire en reproduisant le penalty Cruyff. Un gars, en fait, qui n'a aucune pitié, tu vois. Maintenant, il y a eu énormément de frasques dans sa carrière. C'est ça qui est un peu dommage. Il y a eu des petites frasques à gauche et à droite. Et c'est pour cela que je me dis, si c'est juste en termes de talent, en fait, tu vois, en termes de talent, moi, je mets directement Luis Suarez parce que je pense que Luis Suarez, c'est le plus talentueux de tous ces gars-là. En termes de travail aussi, on ne peut pas le lui enlever parce que jusqu'à présent, il est performant, il a réussi à taffer. Et au-delà de cela, il a réussi à s'imposer dans des clubs où quand il est parti, en fait, tout le monde était d'accord, il n'y avait pas de discussion. Et il s'est imposé dans différents contextes aussi. Il s'est imposé en Eredivisie, il s'est imposé en Première Ligue, il s'est imposé en Liga. Et aujourd'hui, il rentre chez lui, il va encore se réimposer là où il s'était imposé au départ. Ça, c'est une chose, donc ça, c'est Luis Suarez. Moi, j'arrive sur le cas de Karim Benzema. Je regarde Karim Benzema aujourd'hui et je me dis, voilà un gars aussi qui finalement a différents paliers, en fait, parce que les carrières sont quand même comparables, mais tu te dis, comparaison n'est pas forcément raison, tu vois. Donc, Benzema à Lyon, il s'est imposé. On est d'accord? Et c'est ce que je disais la dernière fois. Je disais, voilà un gars qui finalement est légende à Lyon, légende au Real Madrid. Et légende au Real Madrid au poste de numéro 9, c'est pas facile. Et c'est là où moi je dis bien Karim Benzema et c'est là où j'ai envie de lui donner ce petit truc-là, en fait, tu vois. Ce petit truc-là où je me dis, Suarez, c'est le talent pur. En termes de talent, moi je pense qu'on n'a pas eu un 9 plus fort que Luis Suarez durant ces... Allez, vas-y. Comme je dis, je laisse ma génération de tontons tranquille. Je laisse mes Titi Henry et puis tout ça. Mais je dis au moins, durant ces 15-16 dernières années, on n'a pas eu plus fort. Mais après, en termes d'abnégation, en termes de fighting, je dis bien, je mets Karim Benzema devant. Et ça, c'est tout à fait subjectif, bien évidemment. Mais la seule raison pourquoi, c'est parce que Benzema a réussi à s'imposer très, très jeune dans un endroit où, je peux appeler ça, c'est un endroit de fauve, en fait, tu vois. C'est pas facile. Et les gars, ils sont arrivés là-bas jeunes, ils étaient ballon d'or, ils s'en sont pas sortis. Mais Michael Owen, pourquoi il n'est pas resté 14 ans?
Pourquoi Owen n'est pas resté 14 ans? Qu'on me donne une... Mais c'est pas facile. Pas facile, en fait. Il y a trop de gars, ils sont arrivés au Real, ils n'ont pas réussi. Franchement. Mais lui, il a réussi à s'imposer à travers le temps, à travers les générations. Moi, c'est là où je mets du respect sur le nom de Karim Benzema. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment difficile, en fait, de faire un top 3 et de dire, OK, je vais donner médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Mais la difficulté, elle est là parce que chacun son contexte. Et Benzema s'imposer dans un Real où quand tu arrives, tu as des légendes qui sont déjà là, qui sont peut-être sur la fin, mais quand même, tu es dans un vestiaire où tu es un petit, on t'a rien demandé, tu dois travailler pour réussir. S'imposer, je dis bien, avec le meilleur buteur de l'histoire du club, le gars le plus dangereux, je dis, le gars qui n'en a rien à faire, Thanos. Franchement, lui, tout son but, c'était de ramener l'équilibre mondial. Il a ramené l'équilibre mondial parce que vraiment, heureusement qu'il était là. S'il n'y avait pas Cristiano, Messi aurait dominé le football d'une manière atroce, d'une manière, je dis bien, atroce. On avait besoin de Thanos, on avait besoin, je dis bien, d'un méchant. C'était Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup d'avoir été là. Il nous a fait plaisir. Mais Benzema a réussi à tag along. Et c'est pas facile, en fait, tu vois. C'est pas tout le monde qui a réussi à tag along, à avoir le respect du gars, mais à aussi avoir le respect, je dis bien, à travers plusieurs coachs dans des moments difficiles, José Mourinho, machin, tout ça. Au-delà de cela, je regarde toute sa carrière et je me dis la fin. Benzema qui accompagne les jeunes, Benzema qui est mentor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux juger un gars par rapport à ses performances et ses statistiques. Comme je dis, si c'est ça seulement, il y en a plein qui sont devant parce que Suarez, c'est plus de 500 buts dans sa carrière et tout. Mais après, si tu regardes par rapport à ce que tu as eu à faire, l'impact que tu as eu dans un club, pour moi, Karim Benzema, je pense qu'il est au-dessus parce que c'est le Real d'avant, c'est le Real Prime, Zidane, machin, Ronaldo, et c'est le Real d'après, en fait, qui va se construire avec cette idée-là de savoir qu'il a laissé son empreinte dessus. Et c'est pour ça que moi, je mets Karim Benzema, c'est fou, hein, ça va fâcher les fans du Barça. Ouh là là. Mais moi, je me dis, si j'avais eu à choisir, j'aurais choisi Benzema parce que je trouve que c'est aller lentement, mais sûrement. Et à un moment donné, c'est aller à un pic vers la fin. J'appelle ça un moteur diesel, mais un moteur diesel qui est performant. Les autres, ils ont été performants durant toute leur carrière avec des hauts et des bas. Mais ouais. Et après, t'as Kun Agüero. Bon, lui, c'est un grand joueur. Mais je pense que c'est un palier en dessous, comme tu dis. Ouais, en dessous des deux autres. Pour Benzema, je peux aussi, disons, tourner la chose différemment dans le sens où si l'angle de la vidéo, c'est... quelque part l'esthétique, la question subjective, etc. Moi, je peux aussi totalement entendre qu'on préfère Benzema sur le terrain à Luis Suarez. Suarez, un pur neuf, extrêmement tueur, etc. Bon, même à l'époque MSN qui combinait super bien, enfin les stats de passes décisives, on les a sortis. Mais Benzema, il a une forme de classe, d'élégance pure sur le terrain et il a mis vraiment beaucoup de noblesse sur ce rôle de neuf créateur, participant. Il le dit tout le temps en interview. Pour lui, sa vision du foot, justement, c'est pas ses chiffres, c'est avant tout contrôle, passe, quand il parle à son fils, que son fils veut marquer des buts, mais que lui, il lui dit réussir un contrôle d'abord. Et ouais, ça c'est très fort avec Karim Benzema, vraiment la dimension esthétique pure. Regardez les compilations de Suarez, c'est pas mal. Regardez les compilations de Benzema, c'est très très sympa aussi. Et ouais, je pense qu'il a laissé son empreinte dans le monde du foot, bien au-delà des trophées, du palmarès de sa carrière. Aussi parce que esthétiquement, on parle presque au passé pour Karim Benzema, parce que voilà, le gros moment est passé. Mais esthétiquement, c'était un joueur formidable. Un énorme gagnant, mais aussi un vrai esthète, poète du foot. Donc, non, et en plus de ça, il gagne son ballon d'or à la fin sur une saison où finalement, c'est pour ça que je parle de... C'est pour ça que je mets Benzema à la fin un tout petit peu devant, parce que je dis, moi, Suarez, il m'a enjaillé, hein. Suarez, il m'a enjaillé et tout. Mais d'un autre côté, tu te dis, Karim, franchement, c'est toute l'évolution de la carrière, en fait, que moi, je récompense en me disant, mais c'est le genre de carrière que, tu vois, si c'était un film, moi, je trouve que ça, c'est un beau film. Tu vois, c'est un beau film parce que c'est plein de choses assez intéressantes et tout, mais toujours dans le même environnement où, tu vois, lui, il aime bien les références mafia, machin, tout ça. C'est que lui, c'est ça qu'il a vécu. Lui, en fait, dans sa tête, c'est que Benzema, dans sa tête, il pense qu'il est mafioso. C'est un mafioso, lui. Lui, dans sa tête, il est rentré dans l'organisation. Petit comme ça, il est rentré comme pigiste. Il est rentré comme pigiste au Real Madrid. Il a fini le 9 ballon d'or. C'est ça, en fait. Il est monté à travers les hiérarchies. Il s'est battu avec des gars. On a essayé de lui mettre des trucs. José Mourinho, machin, etc. Tu es un chat. Il a dit non, je suis un chien. Il s'est passé plein de choses. Je dis bien. Les gars se sont battus. Et à la fin, il arrive.
il va, comment on appelle, il laisse un héritage en fait. Il laisse un héritage. Il part en seigneur du Real Madrid. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu la période équipe de France. Peut-être que le fait qu'il n'ait pas joué en équipe de France, ça lui a permis aussi de rester peut-être plus affûté, de rester peut-être beaucoup plus frais, parce que ils disent quoi, à peu près une cinquantaine de sélections, 50-60 sélections qu'il a ratées, qu'il aurait pu avoir aujourd'hui en plus. Donc c'est quand même beaucoup de matchs. Hein, quand tu regardes sur la carrière d'un joueur, ça lui a peut-être permis de pousser jusqu'à 30, 33, 30, 34 ans. 35 des saisons plus longues, avec des étés où tu vas en Coupe du Monde. Ça te fatigue beaucoup plus, tu vois. Donc, la vérité, je pense qu'effectivement, tout dépend de comment on le sent. Mais ouais, moi, je mettrais Karim Benzema numéro 1. Je mettrais Luis Suarez numéro 2. Et après, derrière, ça se joue à plein de facteurs. Tu vois, moi, Kun Agüero, j'ai énormément de respect pour lui parce que je trouve qu'en termes de... C'était un grand attaquant, quoi. C'était un très grand attaquant. En première ligue, il nous a fatigués. Déjà, à l'Atlético, parce que c'est Agüero après Fernando Torres. Donc, tu vois, donc tu as El Niño, les belles années. Non, Torres était trop fort. Torres, c'est dommage. Il n'aurait juste jamais dû partir à Chelsea. On l'a pas envoyé à Chelsea. Il est parti à Chelsea en janvier. Là, il est allé là-bas. C'est fini. Mais t'as un Agüero qui s'est imposé. Agüero avec, comment il s'appelle? Avec Diego Forlán, ça a très bien marché. Un Agüero qui arrive à Manchester City, qui marque ce but-là, comme tu dis, le but. Vraiment le but qui t'a l'impression ça lance toute une ère en fait, ça débloque l'affaire en fait, c'est le but de la respiration, le but qui leur permet de se dire ok on est capable de dominer et depuis lors ils ont dominé. Franchement depuis lors ça fait... Man City c'est sans doute le club le plus important des dernières années, ça va peut-être devenir, on mettrait peut-être le Real Madrid avec toute leur Ligue des Champions, mais Man City ça va peut-être devenir le club le plus important des années 2020. Pour l'instant, Agüero, c'est le joueur le plus important, le plus grand joueur de l'histoire de Man City, sans aucun problème. Il a gagné 4 ou 5 premières ligues avec eux, la première, la plus importante avec ce but lunaire. Donc ouais, évidemment, il a marqué l'histoire d'un club qui est terriblement important aujourd'hui dans le paysage. Tout à fait. Et maintenant, là où moi je lui mets un bémol un peu par rapport aux autres, c'est que je trouve que son environnement a été, à mon humble avis, assez confortable en fait. Et peut-être trop confortable pour lui. Ce qui lui a permis, ce qui l'a empêché de, des fois, se transcender, se donner beaucoup plus. Agüero nous a claqué énormément de buts, il n'y a absolument rien à dire. Haaland va battre son record, sûrement, mais c'est parce que ça, c'est Haaland, en fait. Tu vois, s'il n'y avait pas eu Haaland, c'est sûr que ça aurait pris beaucoup plus de temps pour que quelqu'un d'autre vienne et essayer de battre le record de Kun Agüero. Kun Agüero va avoir sa statue, ou il a déjà même sa statue là-bas, je ne sais même pas en fait c'est quoi le state, la base de ce qui se passe au niveau de l'Etihad, mais normalement, c'est ça. Mais normalement, Kun Agüero doit avoir, je dis bien, cette statue-là, en tout cas, c'était en discussion. Donc, c'est sûr qu'il est à ce niveau-là. Mais Agüero aussi, il a eu l'opportunité et l'occasion, c'est là où je disais que la différence, elle est là, c'est que Luis Suarez performe dans un Liverpool. Franchement, comme je dis encore une fois, c'est pas, voilà, Liverpool pendant des années et des années, ça n'a pas été facile, en fait. Avant Klopp, on va s'asseoir calmement entre nous. On se connaît là, on était là, on regardait l'équipe. On était là, on les regardait, on savait que c'était pas si simple que cela, en fait. Oui, Brendan Rodgers avait fait du très bon travail. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais tu te dis que tu as un Suarez qui les amène à un autre palier. Agüero, il arrive, il marque un but décisif, il marque un but important, il marque énormément de buts, mais l'équipe, elle est pas mal. Yaya Touré, il est là. David Silva, il est là. En fait, c'est qu'Agüero, moi, j'ai l'impression qu'il a toujours été bien entouré, en fait, le frérot. Même quand il était à l'Atlético. Mais c'était Forlán qui était là. C'était Forlán, Agüero. C'était pas Agüero, Forlán. C'était Diego Forlán, après Kun Agüero, en fait, tu vois. Et il a porté, en fait, il est parti avec Forlán. Et Forlán, je pense qu'il finit pas meilleur buteur même en 2010 ou un truc, l'année de la Coupe du Monde, là. Il est trop chaud, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je dis Agüero, je dis, c'est top player, hein. Franchement, top player, grand buteur. À chaque fois, il se fâchait. Il enchaînait les quadruplés. Ça fait aussi des grosses saisons, mais des saisons avec beaucoup de creux. C'est ça le problème avec Kun aussi. C'est que Kun, de temps en temps, il y avait des creux. Tu t'asseyais et tu te disais, Kun, il est où? Kun ne joue pas. Kun ne marque pas. Et après, out of nowhere, il joue un match, il te met 4 buts. Il joue l'autre match, il te met 4 buts. Boxing Day, en plus, il aimait bien ça, lui. Période de Noël, il venait distribuer les cadeaux comme ça. Il a cru qu'il était Père Noël. Donc, c'est pour dire à quel point que moi, je pense que c'est la seule raison pourquoi je mets Agüero un peu un cran en dessous. Parce que je trouve que l'entourage était bon, quoi. Franchement, l'entourage était bon et l'entourage lui a permis aussi d'être dans une équipe qui a gagné. Pellegrini, Mancini, en fait, ils ont tous gagné. Tu vois, en fait, les gars sont arrivés à la fin de la journée, ils ont gagné, ils avaient de l'argent. Avec Pep Guardiola, ça a été, voilà, l'explosion, machin, tout ça, etc. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je le mettrais un peu en dessous, en me disant, les difficultés dans les carrières peut-être ont été différentes, mais lui te dira autre chose, c'est sûr et certain.
Ouais, écoute, ça me va totalement. Je pense qu'on est d'accord. Zlatan Ibrahimovic, dans cette liste-là, pour finir avec lui, tu penses que tu le mets où? Il prend sa retraite, il s'en va? Ou est-ce que tu le mettrais dans ce... Ouais. Un peu dans ce... Moi, je trouve que Zlatan, il est hors compétition. Lui-même, il va te dire qu'il est hors compétition, en fait. C'est que Zlatan, on ne le met pas dans un top 1, top 2, top 3, s'il te plaît. On doit respecter Zlatan, tu vois. Faut pas le... Mais, tu vois, par feeling, en fait, par affection, tu le mettrais où? Sa carrière, elle est énorme. Ajax, Juve, Inter, Barça, Manchester United, Los AC Angeles, Milan, mon gars, Los le Angeles. PSG, Milan encore, Galaxy. Ouais, non, c'est vraiment c'est un truc de ouf. Et je pense que techniquement, c'était un joueur hors norme. Enfin, quand on parle des gars qui laissent une empreinte sur le foot, déjà, il y a le Zlatan de Malmö et de l'Ajax. J'ai mis une compile sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo fin d'une heure et j'ai mis en description la compile de Zlatan à Malmö. Quand à 18 ans, il est en train de choquer des pères de famille, en train d'inventer des gestes techniques. C'était un gars d'1m95 qui met c'est hors norme. Et ensuite, et après, il y a le but contre le NAC Breda, là, avec l'Ajax, où il envoie 4 feintes de frappe, hop, légendaire. Donc, vraiment, techniquement, c'était un joueur spécial qui a vraiment laissé une marque avec ses gestes acrobatiques. L'acrobatie de Zlatan, son gabarit si spécial et sa flexibilité, le mec qui a apparemment été chaud en taekwondo, etc. Pour moi, disons, la marque que tu laisses, c'est aussi ça. C'est quasiment que tellement de prix Puskás ou de nominés prix Puskás, enfin, des trucs délirants, avec pourtant, je pense... Voilà, c'est avec de vrais accomplissements aussi, évidemment, et puis un vrai pro qui se déchirait à l'entraînement, sa longévité, là, à 41 ans, c'est pas pour rien. Donc ouais, Zlatan, il a laissé une marque énorme. Il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de titre avec sa sélection, évidemment, c'est plus difficile pour lui que pour d'autres, mais le personnage, moi, il m'a convaincu, parce que derrière le côté égocentrique, derrière le côté je suis une divinité, etc. Je pense que ça, c'est vraiment c'est du brand building. Et derrière, il y avait un vrai leader, un vrai meneur d'hommes. Et je pense un vrai bon gars, en vrai. Donc, ouais, Zlatan, j'adore. Et je le mets très très haut dans ma liste des joueurs préférés. Après, sur la compétition de son prime et tout, c'est un joueur qui a surtout brillé par sa longévité et des moments d'éclat hors normes. Et ouais, toi, je suis d'accord avec toi. Empreinte indélébile, on ne pourra jamais l'enlever. C'est Zlatan Ibrahimovic. C'est Zlatan Ibrahimovic. De day one jusqu'à last day, il a été pertinent, en fait. Lui, dans toute l'histoire du football, il a toujours été pertinent. Il va te dire que c'est à cause de lui qu'il y a football à Los Angeles maintenant. Et bientôt, il va nous dire que c'est à cause de lui que Messi est venu à Miami. Tu sais, comme Zlatan, c'est Zlatan. Donc, beaucoup de respect pour lui. Effectivement, moi, je le mets hors compétition parce que, ouais, il nous a enjaillé des superbes buts, une carrière où il a gagné, en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'il a cette mentalité de gagnant-là. Quand il y avait l'opportunité de gagner, il a gagné. Et s'il n'a pas gagné, il n'est pas passé loin de ne pas gagner. Et toujours avoir des top coachs, en fait, avec lesquels, quand même, il a été coaché par tout le monde. Il a été coaché par Guardiola, par Mourinho. Vraiment, Zlatan, c'est une carrière complète. Ouais. Pour moi, c'est une encyclopédie footballistique. J'ai hâte de le voir parler maintenant qu'il a fini. Il va beaucoup plus parler déjà qu'il parlait beaucoup. Donc, on va finir sur ça. Ouais. Lire son livre. Il a déjà écrit un livre il y a un moment, mais on veut le tome 2 maintenant. C'est ça qui me tue à chaque fois, en fait. Tu vois, les mecs, ils écrivent un livre, ils écrivent 2 livres et tout. Et ils n'ont même pas encore fini leur carrière. Mais ça, d'un point de vue business, c'est tellement smart. Pour finir avec ça, en fait, d'ailleurs, la dernière fois, je regardais Francis Ngannou qui a signé au PFC, je pense. Donc, c'est plus le UFC maintenant. Donc, il va signer. Ouais, pas le Paris Football Club. Hein, non, c'est un autre truc. C'est un autre truc. C'est vraiment pas, c'est pas la même vibe. Et après, donc, pourquoi pas en défenseur central? Je te dis, non, mais quand même, franchement, moi je le mettrais gardien de but là. Je pense que c'est de remplir les cages comme ça. La cage, ouais. Mais effectivement, le journaliste de ESPN, je pense, lui posait la question en disant comme yeah, Francis, are you going to write your book et tout. Il a dit non, pas encore. Après, le gars il a dit est-ce que vous pensez faire une série Netflix, machin, de votre vie? Il lui a fait oui, j'ai été approché par pas mal de compagnie, je pense, je ne sais pas lesquelles, des maisons de production pour faire une série de sa carrière, tout ça. Et il dit que, mais il pense que sa carrière n'est pas encore terminée, quoi. Donc, il a encore trop de choses à faire, donc il veut attendre et tout. J'étais comme, non! Mon gars, non! D'un point de vue business, et maintenant tu fais saison 1, attends, tu fais saison 1, tu vends et tu attends, en fait. Tu continues ta vie. Après, tu fais saison 2, tu fais saison 3. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. J'étais comme Francis, pourquoi tu vas attendre Francis, dans 20 ans, tu vas sortir ton film. Nous qui t'avons connu, on n'aura plus le temps de regarder le film, en fait. Ce sera pas et toi, Stan, elle sort quand ta série? Hein?
Elle sort quand ta série à toi? Non, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. On est en train de discuter là en ce moment avec pas mal, hein, tout le monde, Netflix, Amazon, ils sont tous sur le coup là, tu vois. Tous ces bandits là, ils sont tous sur le coup. On est en train de discuter. Les négociations tiennent leur cours. C'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile, tu vois. C'est comme là, on est en train de travailler sur un concept, c'est le YouTubers Talk to Survive, tu vois. Après le Drive to Survive, c'est le Talk to Survive. Pas mal, j'aime bien. Ce serait pas mal, franchement. Ce serait vraiment cool. Vraiment, c'est un délire de ouf. Imagine, on devrait trop proposer ça à Netflix. Ils n'ont qu'à venir et nous suivre, nous tous. Et nous suivre, nous tous. Tous les boys qui font YouTube francophone. Tous les boys qui font YouTube francophone, bon, on n'a qu'à être sadique. On a dit, bon, tous les boys qui ont plus de 100 000, quoi. Tu vois, si tu n'as pas 100 000, bon, tu attends l'année prochaine, tu montes en première division, tu vois. Première division. Ça fait beaucoup de boys, je crois. Hein. Ça fait tous les, bon, d'accord. Tous les boys qui ont plus de 100 000 et, je sais pas, qui ont plus de 100 000 et qui ont un minimum de 1 million de vues par mois. Tu vois, genre, on peut être sadique, tu vois, on peut sadique dans les critères et tout. Tu sors la crème de la crème, tu viens et tu fais un Talk to Survive. Sign me up. En tout cas, franchement, écoute, tant de délire. Tu vois, ça se voit que c'est l'été qui arrive et que le soleil est en train de sortir. C'est les vacances, là. Que vraiment, voilà, nous-mêmes, voilà, on a hâte d'aller en vacances. D'ailleurs, tu prévois de partir en vacances ou pas, là? Absolument. Week-end prochain. Donc, cool. les fameux les mariages, les enterrements de vie de garçons, etc. Il y a toute une série qui s'enchaîne. Donc, beaucoup de vacances.